Thomas Debré, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Vous êtes là pour une chaîne internet qui s'appelle ImproViews. On est là, on va parler d'impro, on a le temps, ça sera sans arrêt pendant au moins une bonne heure. On va parler d'impro, on va parler de théâtre. Est-ce que Thomas, vous pouvez vous présenter succinctement? Je m'appelle Thomas Debré, j'ai 45 ans. Et aujourd'hui, je gère un lieu que j'ai créé qui s'appelle l'Improvidence. Et j'ai un parcours où j'ai fait 20 ans dans une multinationale, groupe SEB, à divers postes de responsabilité. Et je suis également improvisateur amateur. Du coup, votre rapport à l'impro, comment ça s'est fait rapidement? En fait, lorsque j'étais chez SEB, j'ai suivi plusieurs mutations. Et entre autres, la dernière mutation m'a amené à Lyon, il y a 16 ans. Et quand je suis arrivé à Lyon, par hasard, je suis allé voir un spectacle à l'Espace Gerson, qui était un spectacle d'impro. Je connaissais pas du tout l'impro, je connaissais pas du tout le milieu du café-théâtre. J'ai adoré, j'y suis allé très régulièrement. C'était quand ça? C'était une quinzaine d'années. Et ensuite, ils ont proposé un stage d'impro. C'était et compagnie. J'ai adoré cette expérience. Je me suis inscrit à des cours hebdomadaires. Et puis, très vite, c'était une passion. J'étais passionné de l'impro, de tous ses bienfaits. L'impro devrait être déclarée d'utilité publique. J'ai créé plusieurs troupes. J'ai voyagé dans différentes troupes. J'allais voir énormément de spectacles. Et puis ensuite, je suis parti 2 étés à Chicago parce que j'avais besoin de comprendre l'essence des choses à Second City. Ça veut dire quoi ça, comprendre l'essence des choses? Par exemple, on parlait beaucoup de la règle du oui et j'avais besoin de comprendre quel était le sens de cette règle du oui et. C'était pas juste une acceptation du premier degré, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que ça. Et donc du coup, je suis allé voir, j'ai suivi en fait le parcours de Second City. La première année, et puis la deuxième année, j'y suis retourné parce que j'ai eu un déclic avec le livre Process de Michael Gell-Mann. Et je voulais absolument rencontrer cet homme qui m'a fait vibrer à travers ce livre. Et en fait, j'ai suivi donc le parcours de Michael Gell-Mann et je lui ai demandé si je pouvais avoir l'autorisation de traduire son livre. Qui m'a dit oui, bien sûr, avec plaisir, mais il y avait une contrepartie financière que je ne pouvais pas assumer. Et donc du coup, voilà. Ensuite, à Chicago, j'ai découvert qu'il y avait une trentaine de théâtres dédiés à l'impro, dans une ville qui est à peu près 2 fois la taille de Lyon. Et en revenant, le pari, l'idée de dire, tiens, est-ce que ce serait pas marrant d'ouvrir un théâtre dédié à l'impro? C'est ça qui est arrivé, l'idée c'est, est-ce que ce serait pas, de part marrant, une aventure, un truc comme ça? Ouais, c'était un peu un projet un peu fou, etc. Parce qu'à cette époque-là, j'étais salarié du groupe SEB. Et c'était, faisons-le sans prendre de risques. On va louer un petit local, on va voir ce qu'on fait avec une équipe de bénévoles, et puis voir comment ça prend. Donc mon exposition personnelle, financière était limitée. Et puis c'est parti comme ça, ouais. Ça s'est fait, t'étais toi tout seul ou tu t'es embarqué avec des gens? Non, en fait, j'en ai parlé à mon associé, qui est maintenant mon associé, Edouard, qui est à Dijon, qui est un ami d'enfance. J'étais associé de son entreprise, qui est une agence de web marketing, conseil stratégique, et donc 10 ans auparavant. Et on a l'habitude avec Edouard de se voir une fois par an pour faire un peu des journées ouvertes, de savoir où t'en es dans ta vie, etc. Et je lui dis, moi j'ai un projet. J'aimerais bien envisager l'ouverture d'un théâtre. Donc on s'est posé pendant une demi-journée. À la fin de la demi-journée, on a sorti un premier business plan. Et puis on s'est dit, c'est jouable. C'est jouable d'ouvrir un théâtre privé, sans subvention. Le pari, c'est de démontrer que la billetterie spectacle, elle peut permettre de faire vivre le lieu et les artistes. Et alors, est-ce que la billetterie spectacle permet de faire vivre le lieu et les artistes? Et la billetterie spectacle permet de faire vivre le lieu et les artistes.
On rentre dans l'art tout de suite, si ça te va. C'est quoi au quotidien le problème à gérer qui revient régulièrement quand on gère un théâtre d'impro? La billetterie. Ouais. Donc maintenant, l'Improvidence Lyon a 6 ans. La première année, il faut imaginer que... les 2 premières années, il faut imaginer que les réservations se font le jour même pour le soir. Donc avec énormément de stress, de savoir si tu vas avoir suffisamment de spectateurs pour confirmer un spectacle. Si tu vas avoir du bouche à oreille qui va générer de la fidélisation, etc. Et puis aujourd'hui, on a une profondeur de réservation qui est plutôt de 15 jours, 3 semaines. Donc on arrive à avoir sur 3 semaines l'activité de remplissage et avec pas mal de méthodes statistiques, parce que c'est un peu mon dada, d'estimer quel sera le remplissage de tel jour à telle heure. Qui est quelque chose que j'aime bien faire. C'est souvent un petit challenge, un petit défi que je me donne de dire tiens, quelle va être la jauge de la 2e semaine du mois d'octobre 2021. Et en général, je suis plutôt pas mal. Mais là, tu peux nous faire des prévisions tu pourrais nous faire des prévisions à 6 mois. Oui, je pense que... Juillet prochain. Ouais, en fait, quand j'étais chez Seb, j'ai fait une petite dizaine d'années dans le milieu de la prévision de vente, donc à développer des modèles statistiques pour prévoir les ventes en fonction de la situation géopolitique, en fonction de l'offre marketing, de ces choses-là. Donc on a plein d'outils qui permettent de valider des modèles de prévision de vente et ensuite de savoir quel est celui qui répond le mieux à tel type de spectacle, à tel type de public, à tel type de territoire, entre guillemets. Okay. Et c'est important parce que c'est comme ça que je construis le business plan et ensuite les ressources qui vont avec. Je crois qu'aujourd'hui, dans la gestion quotidienne du théâtre, il y a énormément d'outils que j'ai appris, que j'ai expérimenté lorsque j'étais chez Seb. Qui sont des outils de finance, des outils de marketing, des outils de com, des outils de gestion, des suivis, des tableaux de bord, etc. Donc c'est forcément des outils entre guillemets qui sont poussés chez Seb et on essaie d'en utiliser l'essence de ces outils pour l'adapter à des petites structures comme un théâtre. Et c'est comme ça, la problématique pour répondre à la question, c'est de s'assurer que l'activité billetterie est en phase avec ce que tu avais prévu. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la problématique d'un entrepreneur, c'est de s'assurer qu'à la fin, il génère du cash et qu'il puisse payer au moins les salaires et les loyers, qui représentent 60% des charges. C'est combien, par exemple, un loyer, l'Improvidence à Lyon? La Providence à Lyon, c'est 35 000 € par an. Okay. En gros, sur l'ensemble des Improvidences, Lyon, Bordeaux, Avignon, on est sur des masses, on a à peu près 160 000 € de loyer, 160 000 € de salaire. Donc ça fait 320 000 € de charges fixes. Quand on a une marge d'à peu près 50% qui est la marge du secteur dans le spectacle vivant, ça veut dire qu'il faut qu'on vise un chiffre d'affaires d'à peu près 640 000 € pour être à l'équilibre. Et là, par exemple, vous avez un chiffre d'affaires à peu près de 640 000 €? Et là, on n'y est pas encore. Je pense que c'est l'objectif fin 2020 d'être à l'équilibre. On n'y est pas parce qu'en fait, l'Improvidence a toujours été en forte croissance. Forte croissance, ça veut dire qu'on a vraiment un modèle très particulier, c'est qu'on est dans le domaine de la culture, c'est qu'on est dans le domaine du privé, non subventionné, non public, et c'est qu'on a la croissance d'une start-up. Donc c'est très particulier parce que lorsqu'on va voir les banques, ils ne savent pas vous classer, ils ne savent pas vous catégoriser. Et depuis l'ouverture, en fait, il faut imaginer que les 18 premiers mois, on a fonctionné avec l'Improvidence Lyon, et ensuite en 15 mois, on a ouvert l'école Improvidence, donc un autre local, un autre loyer. Et ensuite, on a ouvert Bordeaux, et ensuite, on a ouvert Avignon en 15 mois.
Donc 3 phases importantes qui sont des phases sur lesquelles tu investis énormément d'argent, tu payes des loyers, tu payes des salaires et tu n'as pas de spectacle, tu n'as pas de billetterie. Parce qu'il faut à peu près 2 ans pour installer un théâtre et s'assurer de sa profitabilité et de sa pérennité. Quand tu dis, ouais, on peut faire des prévisions à peu près en fonction des types de spectacles, tu catégorises les spectacles, genre bon, juillet, c'est quoi la case? Si j'ai ce type de spectacle, j'arrive à avoir 30 personnes, 40 ou 70? Tout à fait. Mais alors t'as combien de catégories? Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Oui, effectivement, j'utilise une classification des spectacles, qui sont par exemple des spectacles amateurs, des spectacles pro, qui est une première classification. Dans les spectacles pro, on a des nouveaux spectacles, on a des spectacles qui sont déjà installés, qu'on a eu les années précédentes, donc on sait ce que ça donne. Donc un spectacle ancien ramène plus de monde? Bon, en tout cas, un spectacle ancien, on sait quelle est la fréquentation et quelle est sa notoriété. Et donc, on sait dire, lorsque j'installe tel type de spectacle en juillet, je vais avoir une force de frappe sur la visibilité, la marque de ce spectacle, la notoriété, le bouche à oreille, etc., que je vais ensuite associer à la probabilité de remplissage sur une période donnée. Le mois de mars, par exemple, est un mois plutôt porteur en termes de remplissage. Le mois d'août, il est différent. Et l'idée, c'est que c'est pas forcément de mixer un produit ou un spectacle waouh avec une période waouh, parce que du coup, on va être forcément tout le temps rempli, mais du coup, on fait entre guillemets un peu de la surqualité. Parce que forcément, on va payer plus cher le spectacle, on va mettre aussi plus d'argent dans la com. Et donc, toute la stratégie de la programmation, c'est le métier de programmateur, c'est d'être capable de lire un spectacle sur un point de vue public et de pouvoir dire, ok, ce spectacle, c'est un spectacle famille qui correspond au créneau jeudi 21h. Ce spectacle ne peut pas rentrer dans le créneau du vendredi 19h30. Et ça, parce que ça ramène moins de monde. Parce que le public, parce que ce spectacle, selon ma lecture, ne rencontrera pas le public qui lui correspond. Donc il y a une grille à faire, un mix à faire, où il y a des périodes où il y a plus d'étudiants, il y a des périodes où il y a plus de touristes. Tu vas pas proposer un spectacle contemporain dans une période de vacances touristiques entre guillemets, où tu sais que 90% de la salle, c'est des gens qui viennent pour la première fois, qui connaissent pas l'impro, qui connaissent pas l'improvidence, et du coup il y a un décalage entre l'attente du spectateur et la promesse, la proposition artistique. Ça c'est vraiment très important. Peut-être qu'on en reparlera après, mais cette notion d'éduquer le public. Un public, on essaye de lui provoquer, de lui proposer un chemin, donc d'avoir des produits qui attirent le public, et ensuite on fidélise le public. Et lorsque le public, on l'attire, avec des stratégies de communication, de marketing, etc. Et ensuite, lorsqu'il vient ici, on lui présente les spectacles qu'il pourrait découvrir, donc on l'invite à aller voir d'autres spectacles. Et comme ça, il fait un petit peu son chemin. On sait qu'un spectateur, une fois qu'il a vu 5 spectacles d'impro, il est addictif. Enfin, il est fidèle, il est loyal au spectacle d'impro. Donc, voilà. La logique de programmation. Tu peux réajuster ton micro un petit peu. Ouais. Ressors-le de ton t-shirt. Voilà. Est-ce que... comment ça se passe avec une compagnie? Par exemple, là, tu parles de la manière de programmer, il y a la notion de mot produit qui revient, etc. Quand tu parles avec une compagnie qui sont des artistes, qui n'ont pas de spécificité de rapport avec la gestion,
Est-ce que tu utilises le même langage? A priori, un artiste n'a pas spécifiquement de lien avec la notion d'échelle de 19h30, de 21h30, de mois de juillet, de case famille. Est-ce que tu adaptes ton langage? Est-ce que Ouais. ça se passe bien avec eux là-dessus? Effectivement, donc parfois j'ai un jargon qui est un peu biaisé de par mon expérience passée. J'adapte mon langage aux artistes comme j'adapte mon langage dans la communication au spectateur. Mais le fond est le même. Le fond, aujourd'hui, quand je rencontre une troupe professionnelle qui vient me présenter un spectacle, en fait, ce que je veux savoir, c'est quoi votre business model et c'est quoi votre business plan derrière. Et traduit en langage artiste, c'est quel est votre propos artistique, quel est le sens de votre propos. Et j'ai besoin de ça parce que ensuite on va vulgariser ce propos et le traduire dans un langage public de spectateurs qui ne connaît pas du tout les techniques, qui ne connaît pas le jargon artistique, d'une part. Et ensuite, pourquoi je pose la question du business plan? Parce que j'ai besoin de savoir comment le producteur, donc la compagnie, va gérer l'argent qu'il reçoit. Est-ce qu'il va le réinvestir en communication pour rendre visible son spectacle? Est-ce qu'il va réinvestir son argent 100% pour payer les artistes en cachet? Et en fonction de la stratégie, du business model de la compagnie, eh ben moi je vais mettre le business model qui lui correspond le plus. Une compagnie qui, par exemple, ne communique pas du tout sur son spectacle, le producteur ne communique pas du tout sur son spectacle, ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait un qui communique, ça va être l'improvidence. Et de ça, ça va faire partie des critères contractuels, de rémunération, clairement. À l'extrême, si on fait un contrat de coproduction, c'est-à-dire que quand une troupe met 500 € dans la com, l'improvidence met 500 € dans la com, 50-50, et on partage aussi les recettes. Ensuite, ce type de contrat de coproduction, c'est des contrats que je propose très rarement. Et il y a énormément, il y a 5-6 modèles de contrats type. Et les modèles de contrat, en fait, sont vraiment adaptés à ce que je ressens du business model, enfin du mode de gestion, du propos artistique, du travail de la compagnie autour de son spectacle. Est-ce que les autres programmateurs, même si c'est pas de l'impro, ils font ça? T'as l'impression que les autres programmateurs, est-ce que de théâtre, ailleurs, ils font ce genre de truc? Je pense qu'en partie, ils font ça. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes mots ou les mêmes jargons qui viennent, moi, du milieu industriel. Mais c'est important. Mais pas plus tard que hier, lorsque je posais une question à une compagnie pour la programmer dans un autre théâtre, les questions que je vais poser, c'est quel est le périmètre d'intervention et d'implication du producteur? Est-ce que le producteur est uniquement employeur du plateau artiste? Est-ce que le producteur investit dans du contenu de com, teaser, vidéo, affiches, etc. Est-ce que le producteur prévoit un budget pour diffuser la communication, mettre des affiches concrètement en ville, distribuer des flyers, payer du digital, des choses comme ça? Mais alors attends, parce que ces troupes-là, ta salle elle fait quoi, 70, 80 places? Qui a l'argent pour payer des cachets, utiliser de la budget com pour distribuer des flyers et des éléments comme ça et jouer régulièrement à l'improvidence? Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Est-ce qu'une compagnie peut réussir à payer ses comédiens, donc être un peu dans la légalité si elle est pro, avoir un budget com, elle est à perte forcément, non? Ben, c'est une très bonne question. Si on raisonne uniquement spectacle, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire si on fonctionne uniquement en représentation, ça ne fonctionne pas. Et dans ce cadre-là, en fait, il faut juste poser carte sur table quel est l'objectif de venir jouer ici. L'improvidence a plusieurs missions. Et là où l'improvidence répond le mieux à la demande des artistes, c'est dans l'accompagnement à la création d'un spectacle et l'accompagnement à l'installation d'un spectacle. La troisième phase pour moi étant de la session.
la compagnie qui vend son spectacle. Création, c'est-à-dire, c'est la phase où la compagnie a besoin de résidence, a besoin de travail au plateau, etc. Concrètement, une compagnie qui se lance, par exemple, qui veut créer une compagnie, bon, je veux dire pro, qui se lance, qui veut créer un spectacle à l'improvidence, le meilleur outil, c'est de faire quoi? Une compagnie qui veut créer un nouveau spectacle, elle va venir ici en résidence. Je prends un exemple très concret, le Shakespeare de la Lily. Quand ils viennent jouer 15 jours en période d'exploit, ils sont une semaine en résidence, ça veut dire pendant une semaine, ou en tout cas ici ou plus ailleurs, ils travaillent avec l'outil, avec le plateau, etc. Et nous, dans le contrat, ce qu'on fait, c'est que on vous ramène du monde en fait. Dès que ce spectacle est nouveau, donc vous n'avez pas suffisamment de matière, de moyens pour communiquer et remplir la salle, nous, à Providence, on a des leviers. On appuie sur 3 boutons et on sait remplir la salle. Mais on sait remplir la salle avec un ticket moyen qui est plus faible. Mais en tout cas, ça permet d'éprouver le spectacle dans sa phase de création devant 50 personnes tous les soirs. Ensuite, quand on est dans la phase d'installation, on est sur la deuxième étape. C'est-à-dire que phase d'installation, on a maintenant des photos du spectacle, on a des teasers du spectacle, on a un pitch, on a du contenu, on a des retours, des avis spectateurs, on a de la matière qu'on a récupérée à la phase 1. Et cette matière, en phase 2, on la diffuse à travers les canaux de diffusion de l'Improvidence et à travers les canaux de diffusion du producteur. Et parmi les canaux de diffusion, il y a des canaux de diffusion payants. Des affiches en ville, des affiches de vitrines de magasins, les affiches dans les ascenseurs, du Facebook, du Google Words. Ouais, donc en gros, pratique pour créer un spectacle, parce que tu ramènes du monde. Pratique aussi, comme tu dis, pour installer un spectacle. Ouais. C'est-à-dire installer un spectacle, c'est avant de proposer un spectacle en session, je pense qu'il faut avoir eu 50 représentations, 70 représentations. On va dire que les 20 premières, c'est plutôt des phases de création. Attends, je te coupe, mais qui fait ça à Lyon? Ou en France? Il y a des troupes j'ai fait 50 dates et je peux jouer? La Lily, par exemple. Ouais. Je prends l'exemple de la Lily. La Lily, dès la première année, a joué ici. La première année, elle jouait avec 5-6 spectacles. On a eu du mal à communiquer, etc. On a beaucoup travaillé avec les Lily, c'est-à-dire qu'on se voyait régulièrement. Et à un moment donné, la question que je leur ai posée, c'est en fait, c'est quoi la ligne artistique de la Lily? Parce que moi, en termes de communicant sur mes spectateurs, je peux pas dire la Lily est une compagnie qui sait tout faire, même si elle sait tout faire. Je suis obligé, pour différencier, dire la Lily est experte dans ça. Aujourd'hui, dans des spectacles selon des codes d'auteur et des codes de réalisateur. Donc du Feydeau, du Shakespeare, etc. Ok, donc ça c'était au bout de 2-3 ans, on a finalisé ce partenariat. Et il y a 2-3 ans, c'était un Feydeau improvisé. Donc Improvidence a fourni entre 50 et 70 dates à Feydeau sur les 2-3 années. C'est peut-être beaucoup, c'est peut-être 50, je ne sais plus. Et ensuite, la compagnie, le producteur, a embauché une chargée de diff qui a pris ce spectacle, qui avait de la matière, etc. et qui maintenant est un spectacle qui est en session, qui est vendu. Et nous, on continue notre partenariat avec une autre création, notre accompagnement, Shakespeare, sur laquelle c'est la 2e année. Et on fait ça pendant 2 ans. Troisième et 4e année, on va avoir un autre spectacle. En tout cas, dans cette approche, on a une vraie approche de partenaire avec la Lily, et ça fonctionne plutôt bien. Il y avait une époque, peut-être c'est encore le cas, j'avais l'impression qu'il y avait plein de troupes qui venaient de province, de la francophonie. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça va continuer à être le cas? On avait l'impression que c'était même comme une volonté artistique de programmation. Oui. En fait, pour éprouver le business model, quand tu crées une entreprise, tu dis, à un moment donné, tu es confronté à l'offre. Qu'est-ce que je vais proposer à mes spectateurs? Est-ce que je vais proposer que du cabaret? Est-ce que je vais proposer qu'une seule compagnie qui va faire plusieurs types de spectacles? Je ne savais pas répondre à cette question. Donc j'ai pris le pari de dire, plus l'offre sera diversifiée, plus je vais toucher large, et ensuite,
chemin faisant, avec l'expérience, je vais apprendre à lire les spectacles avec un œil de programmateur, avec un œil de perception publique. Et au fur et à mesure, on affine en disant, déjà on découvre et on apprend que qui est le public du dimanche 18h, qui est le public du mercredi 21h. Et ensuite on affine en disant, on a une offre spectacle, on sait quel type de spectacle on doit mettre dans les grilles. Et là, depuis 2 ans, on a réduit le nombre de spectacles qu'on accueille. On augmente le nombre de représentations par spectacle. Et on va continuer comme ça. Le retour d'expérience, c'est que des spectacles qui ne sont pas joués suffisamment, s'étiolent. Un spectacle qui est joué une fois tous les 2 mois, il faut repartir à zéro pour remplir cette salle une fois. Le spectateur oublie très vite le spectacle, oublie très vite les noms, le titre, la compagnie. Et bien sûr, dans le spectacle vivant, on cherche toujours à avoir du complet parce que c'est la meilleure pub. Et pour avoir du complet, ça c'est la clé. 2, avoir du complet par du bouche à oreille, c'est ce qui te coûte le moins cher. Et c'est le plus efficace. Donc, fort de ça, tu réfléchis à des stratégies de programmation qui amènent de la visibilité, de la récurrence, des périodes d'exploitation un peu plus importantes, des périodes d'exploitation sur des jours d'ouverture phares, et puis plus on va optimiser entre guillemets le nombre de spectacles, le type de spectacle par mois, plus on va être plus clair dans notre com. Ou il faut imaginer que s'il y avait 5 cibles de spectateurs, les familles, les seniors, les couples, les bandes de potes, les after-work par exemple, on doit proposer 2 ou 3 couleurs artistiques pour chacun. Et c'est beaucoup plus efficace dans notre communication actuelle, qui est une communication ciblée sur les attentes, sur les demandes des spectateurs. Ciblée, c'est-à-dire qu'on est quasiment sorti des réseaux sociaux. Donc on n'utilise plus les réseaux sociaux pour communiquer, on communique sur tous les autres supports en fait, qui sont plutôt des outils de marketing, de fidélisation, de cartes d'abonnement, de choses comme ça. Tu te frites avec des compagnies? Oui. Tu vires des compagnies? Oui. Qui? Il m'est arrivé de ne pas reprogrammer une compagnie parce que j'ai eu un retour des bénévoles qui m'ont dit il y a des comédiens dans cette compagnie qui nous manquent de respect, qui nous disent pas bonjour, et sur lesquels il n'y a pas d'interaction et on n'est pas à l'aise lorsque ces comédiens viennent. Donc ils auraient pu remplir la salle, blindée à un mois et un horaire qui est pas waouh, tu les aurais quand même virés. Ouais. Oui, parce que c'est important en fait, l'accueil public, c'est l'accueil des bénévoles qui sont là à l'entrée. Et les bénévoles, c'est des passionnés, c'est des gens qui veulent découvrir l'envers du décor. C'était qui ces gens? Il suffit de regarder les programmes des années précédentes, c'est assez facile de trouver. D'accord. Et après, sinon, tu te frites dans le sens presque sain enfin pas forcément sain, mais avec des compagnies qui restent, mais vous engueulez ou vous tapez dessus, vous n'êtes pas d'accord. Oui, on n'est pas d'accord. Sur quoi On n'est pas d'accord parce que une compagnie, parfois il arrive que des comédiens aient un peu trop d'ego et se disent je suis le meilleur improvisateur du monde, donc je vais avoir un maximum de sous, je vais avoir le privilège de la communication, je vais être sur la page numéro 1 du programme, je vais avoir mes affiches partout dans le théâtre, etc. Donc ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et souvent, on a aussi un discours des artistes ou des compagnies qui promettent. Là, on a un nouveau spectacle, il va vraiment cartonner, on va mettre des moyens en termes de teaser vidéo, de com, etc. Ça va être un carton plein.
Donc ça marchait les 2-3 premières années. Et aujourd'hui, avec l'expérience, avec les statistiques, etc., je sais rassurer une troupe sur leur vraie valeur spectateur, leur vraie valeur jauge. C'est mon outil de travail, en fait. Tu peux dire à une compagnie, ta valeur spectateur, c'est du jeune, et ta valeur jauge, c'est 30 par soir. Ouais. Et tu leur dis? Non. Et Non, je leur dis pas parce qu'en fait, ça leur parle pas. Je leur dis dans les... Enfin, ça va se traduire dans le contrat. Dans les conditions actuelles, par exemple, l'année dernière, vous avez fait 30 spectateurs en moyenne. Il n'y a pas d'évolution, donc c'est facile de comparer avec l'évolution des spectacles pro, des spectacles amateurs. Les spectacles amateurs, en général, ils ont une progression... ouais, on en parlera des amateurs. D'accord, bah alors parlons des pros. Les pros, il faut imaginer que quand on a une progression de 30-40% de la fréquentation, qui est liée à plus de spectacles, etc., il y a la moitié qui vient des spectacles pro. Et si ton spectacle il est à 5% il est flat ou à 5% de croissance, alors que la moyenne du secteur elle est plutôt à 20-25%, ben, factuellement, ça permet d'échanger sur des faits, sur des chiffres, et surtout de sortir autant que faire se peut d'un côté affectif et émotionnel lorsqu'on définit une stratégie de communication, lorsqu'on définit une stratégie de mise en place d'un spectacle. Et c'est ce que je fais, c'est 80% de mon travail. Sortir de l'affectif. Bah oui. C'est de recevoir des artistes qui disent « Là, j'ai un propos qui cartonne ». C'est dans l'air du temps, hein, il faut parler de ça, il faut parler du racisme sur scène. Et après, dire bah, « Ok, on a déjà eu des expériences dans des spectacles engagés, etc. Et voilà ce que ça a donné. Voilà les résultats. » Donc du coup, sans communication supplémentaire ou sans ce qu'on appelle les investissements moyens moteurs, moyens qui vont lancer la machine, ben, le spectacle il va faire entre 35 et 37 de jauge. Donc il y a un point important, je pense que quand on a ouvert l'Improvidence, ça partait aussi d'une idée. J'étais dans des troupes amateurs à Lyon. Le budget d'une troupe amateur, c'est 1 500 €, 2 000 € de com par an. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on crée un lieu et il y a 25 troupes amateurs qui viennent et globalement, on investit 50 000 € dans le lieu et du coup, on investit dans la visibilité de l'improvisation et pas uniquement dans ton spectacle. Et le fait de communiquer sur la visibilité de l'improvisation théâtrale, ben, sert tout le monde, les petits comme les grands. Et ensuite, ben, ceux qui continuent à travailler, ceux qui continuent à remettre en cause, à faire évoluer le spectacle en fonction des retours spectateurs, en fonction des retours de la salle, ben, chaque fois on démontre que ça fonctionne. Une compagnie qui ne se remet pas en cause ou un comédien qui ne se remet pas en cause sur des retours spectateurs ou des retours salles, ça arrive quand même très rarement que le spectacle soit pérenne. Parce qu'il y a aussi des retours des pros qui me disent ça met un peu de pression de jouer le samedi soir. Le samedi soir, on est complet 9 week-ends sur 10. Du coup, je sais que je vais être forcément un peu challengé par rapport au spectacle d'avant, par rapport au spectacle d'après. Moi, mon spectacle, il a 4 ans, il a 5 ans. Est-ce qu'il est encore au goût du jour? Est-ce qu'il faut que je lui redonne un petit lifting ou pas? Et il y a un spectacle des jeunes qui arrivent, des jeunes professionnels, sur le créneau de 18h. Ils ont 10 samedis de suite, ils sont complets. Moi, j'ai 20 ans d'expérience et ça commence à s'étouffer. Donc, il y a aussi... ça expose, ça permet d'avoir une émulation. Ouais, une émulation positive qui n'existait probablement pas avant, où on était chacun dans notre vase clos. Est-ce que, en dehors de l'aspect commercial et com, il y a une ligne artistique en improvidence? Genre, ouais. Ouais. Et c'est quoi? Il y a une ligne de programmation. Il y a la ligne de programmation, en fait, c'est imaginer l'offre qui fait que ça répond à tout le monde. Ouais, la ligne donc assez large. Et la ligne artistique, on fait pas de match, par exemple.
On fait pas de match parce que Vous faites du catch. on fait du catch. C'est quoi la différence entre les deux? Bah, le match, par définition, c'est 6-6, 3 arbitres, etc. Là, c'est Un catch, c'est un match avec moins de monde. Un catch, c'est un match avec moins de monde. Un catch, c'est un produit d'appel. Un catch, c'est un produit qui se vend tout seul. Du coup, mais là, je vais rentrer dans une stratégie commerciale. J'utilise le catch comme un produit d'appel. Vous avez aimé? Allez voir tel type de spectacle, etc. Et j'accompagne le spectateur pour aller vers des spectacles pro. Donc la ligne artistique, c'est des spectacles qui ont soit un propos, soit un jeu, c'est-à-dire l'interprétation, la sincérité. Je suis très sensible aux jeux situationnels et relationnels, probablement par mon expérience américaine. Et je suis moins intéressé par des spectacles sur lesquels c'est une battle de punch ou de cabotinage ou de choses comme ça. Où il y a... ouais, j'allais dire, c'est de la belle impro. Non, c'est de l'impro pas poète-poète, quoi. On n'a pas envie... je pense que derrière la notion de ligne artistique, on a une mission qui est de positionner ou de repositionner l'impro à l'instar de ce qu'il doit être vis-à-vis du théâtre, etc. Et combattre tous les clichés de l'impro c'est poète-poète, l'impro c'est cabotinage, l'impro c'est facile, entre guillemets. Donc forcément, on va encourager les propos, on va encourager les prises de risques, les Shakespeare, les comédies musicales, ces choses-là. Tout ce qui sort de l'ordinaire, les pièces de théâtre improvisées, mais on cherche aussi à avoir des bons cabarets d'impro pro qui sont rares. Est-ce que c'est le moment en compliment? Est-ce que grâce à l'improvidence, il y a eu une émulation d'impro à Lyon? Je pense que l'improvidence a contribué à rendre visibles les réseaux, a contribué à favoriser des rencontres, des partages. Et ce sont ces rencontres et partages a posteriori qui ont créé de l'émulation. Souvent ici, les comédiens disent c'est un peu la maison de l'impro parce que si tu viens jouer le samedi soir, ben, potentiellement tu vas rencontrer 10 ou 12 autres improvisateurs que tu connais pas. Et moi, c'est mon kiff. C'est de faire rencontrer 2 improvisateurs qui ont 20 ans de métier, ils se sont jamais rencontrés. Ah, j'ai déjà entendu parler de toi, j'ai déjà entendu parler de toi. Et ça, je trouve ça génial, la rencontre des réseaux. Voilà. Et ensuite, tout faire pour créer de l'émulation, pour leur dire, ben, prenez des dates, jouez ensemble, faites-vous un duo ou un trio sur une date, amusez-vous. Et ça, c'est nouveau, parce que la première année, c'était tabou. Est-ce que tu veux de l'eau? C'est bon? Je peux. C'est ce qu'il faut. Est-ce que ça t'arrive du coup de programmer des spectacles que toi t'aimes pas? Oui, bien sûr. Mais ça rentre dans la ligne artistique. Oui. C'est quoi? Moi, les spectacles que j'aime bien... Les spectacles que tu programmes que t'aimes pas? Bah, par exemple, je suis pas fan des spectacles de comédie musicale. Ok. Et j'en programme. Mais c'est des spectacles... voilà, c'est pas mon univers, je monte pas à bord, j'ai très peur de chanter, je sais pas chanter. Et donc du coup, je pense que je ne peux pas apprécier à sa juste valeur la performance d'une comédie musicale. Et donc du coup, je vais plutôt m'appuyer sur les retours spectateurs, des choses comme ça, quoi. Donc oui, bien sûr. Attends, est-ce que vous voulez... Oui. Alors, il y a aussi un... Ah oui, bien sûr, Improvidence. Improvidence Lyon, Improvidence Bordeaux, Improvidence Avignon. C'est une chaîne, c'est une sorte de franchise, c'est le nouveau McDonald's de l'impro, je caricature exprès. Les 3 théâtres sont en propre. Donc en fait, en propre, c'est-à-dire que de mes économies personnelles, on a ouvert les 3 théâtres. Okay. Et avec des prêts bancaires pour le complément.
Donc ce n'est pas des franchises, ce n'est pas des filiales. Ok. Les trois structures sont dans la même entité T'es le juridique. boss des 3 improvidences. Oui. Et je sens poindre la question sur la suite, Alors vas-y, c'est quoi la suite? sur les prochaines ouvertures. Est-ce qu'il y a des nouvelles ouvertures? Est-ce qu'on a une info? Et alors c'est pas le but de donner de C'est vrai, c'est vrai. scoop, mais bien sûr que donc je peux pas répondre sur est-ce qu'il va y en avoir, mais en tout cas le business model tel qu'il est encourage la multiplication des théâtres dédiés à l'impro. Vous aviez failli ouvrir à Paris, non? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris? On avait signé un pré-bail, qu'on appelle un compromis, un préavis, non, un compromis. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions partis avec des nouveaux associés et on s'est dit on va cumuler nos 2 activités dans ce lieu pour le rentabiliser, pour l'activité, etc. Et c'était un gros projet parce que je crois que c'était 700 mètres carrés avec une salle de 250 plus des salles de répétition sur je me suis appelé les surfaces. Et ensuite, c'était vraiment la dimension financière. En fait, il y a eu 2 choses. La première, c'est que il y avait un montant conséquent d'investissement qui aurait pu être emprunté. Et à Paris, en fait, tout est X fois plus cher qu'en province. C'est-à-dire que le loyer, c'était quelque chose comme 15 000 € par mois au bout de la 2e ou 3e année. Et puis, il y a une autre réflexion que j'ai eue, c'est de dire, il y a beaucoup de spectacles que j'accueille à Lyon, à Bordeaux et à Avignon, qui sont des spectacles de province, dont Paris. Paris étant une province de Lyon, quand on est à Lyon. Et donc du coup, ça donne une complexité nouvelle et un effort supplémentaire à faire que d'ouvrir un théâtre à Paris et d'aller voir les potes qui jouent dans les autres théâtres en disant en fait, il faudrait que tu arrêtes de jouer dans ton théâtre et je voudrais que tu viennes jouer chez moi. Parce qu'il y a déjà une offre conséquente présente à Paris. Tu ouvres un lieu. Qu'est-ce que tu programmes? Est-ce que tu programmes que des nouveaux? Est-ce que tu vas dire viens jouer chez moi, tu verras, ce sera mieux? Non, je viens d'ouvrir. Donc, pendant 3 ans, on va galérer ensemble. Et donc, il y a toute cette stratégie-là qui a été décisive. Et c'est principalement ça qui a fait que je ne l'ai pas fait. Et alors les autres, Bordeaux, Avignon? En fait, du coup, c'est quoi ce business model? C'est l'idée, c'est, dis, on y va, dans 10 ans, on est dans 15 villes, dans 20 ans, on est partout. Alors oui, quand je parle du business model, c'est pas forcément des théâtres improvidence, parce que je pense que là, à l'heure actuelle, il y a entre 10 et 12 projets d'ouverture de théâtre dédiés à l'impro, qui ne sont pas à l'initiative de l'improvidence, mais voilà, il y a des gens, c'est des projets qui sont plus ou moins mûrs. En tout cas, l'objectif de la mission des improvisateurs, c'est d'avoir un maximum de lieux de représentation, d'avoir un maximum de lieux qui soient identifiés, pour qu'ensuite il puisse y avoir des tourneurs qui disent tiens, Tandem, quand vous venez en France, vous allez faire 10 théâtres 15 jours. J'ouvre une parenthèse, donc tu sais qu'il y a plein de projets en ce moment de théâtre d'impro qui vont s'ouvrir. Ouais. Il y en a déjà. T'es comment en lien avec les directeurs, directrices de théâtre qui sont pas en Providence? Comment tu l'accueilles? Est-ce que vous parlez ensemble? Comment ça, c'est les concurrents? Imagine une personne qui est en France, qui est passionnée, qui découvre l'impro, qui est passionnée, etc., qui dit moi, j'ai envie faire une reconversion, d'ouvrir un théâtre dédié à l'impro. La première chose qu'il fait, c'est appeler Thomas Debré? C'est de contacter l'improvidence. C'est chiant ou ça te fait plaisir? J'ai l'habitude maintenant. Donc, au début. Ceux qui nous regardent, appeler Thomas Debré. Ouais, c'est ce que tu fais tout le monde et je les accueille avec plaisir. Je partage en toute transparence l'histoire positive de l'improvidence. Bien sûr, j'évite de partager toutes les contraintes administratives, etc. qu'il y a lorsqu'on ouvre un théâtre. Parce que je suis convaincu que tout le monde peut ouvrir un théâtre et que si tu suis quelques ingrédients de la recette, ça fonctionne.
Et qu'on a tous intérêt à le faire en fait. Plus il y a d'impro, plus il y a d'impro. Donc ça n'existe pas la concurrence en impro. Ça n'existe pas la concurrence entre deux spectacles, ça n'existe pas la concurrence entre deux théâtres. On est ridicule en termes de volume, de nombre de spectacles, de spectateurs par rapport à l'ensemble du spectacle vivant. Donc on n'a pas une seconde d'énergie à perdre à dire je fais ça parce que les autres ont fait ça et je veux faire mieux. On a tout à gagner à collaborer, à grandir ensemble, à partager, à être transparent. Et on verra dans 20 ans ou dans 25 ans si la notion de concurrence arrive. Tout c'est ce que tu fais pour l'instant, les autres, je pense à l'improviste à Bruxelles, où il y a la fabrique de l'impro, je crois, à Nantes. Ouais. Ça va, vous échangez, vous êtes plutôt des... On est hyper ouvert. Avec Patrick à l'improviste, je pense que j'étais au courant du projet 3 ans avant l'ouverture, enfin très très tôt. Donc on a parlé en toute transparence, mais bien sûr. Il y a vous pourrez imaginer des collaborations, justement, tu dis, tiens, des gens veulent des tournées qui peuvent se faire via ces théâtres-là, bien sûr. Mais comme dans les théâtres. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas de programmateur en impro, il n'y a pas de tourneur en impro, parce qu'il n'y a pas suffisamment de salles. Imagine que demain, en France, il y a 50 salles qui accueillent de l'impro. On va avoir un problème. Il va falloir trouver des tourneurs. Il va falloir faire rencontrer tous les programmateurs. Et le métier des compagnies, c'est de créer et de jouer. Plus il y a de salles, plus il y aura de jeux. Plus il y aura de jeux, plus il y aura de création. Et c'est ça qui te motive à l'ouverture de Bordeaux? Je reviens sur le business model du coup. Bien sûr. C'est ça la motivation de Bordeaux? Alors la motivation de Bordeaux, c'est je ne sais pas pourquoi, mais dès la première réunion avec les associés, on s'est dit le deuxième, ce sera Bordeaux. Ah ouais? Parce que Bordeaux, il y a pas mal, c'est historique déjà dans l'impro, 1982. Et de quoi 1982? L'impro est arrivé à Bordeaux en 1982, sauf erreur de ma part, en même temps qu'à Paris, à 2 mois près. Mais les gens sont arrivés en disant bonjour, c'est l'impro? Non, mais les Québécois dans la tournée de la LNI. D'accord. Donc ça a commencé comme ça à Bordeaux. Et aujourd'hui, il y a énormément d'activités. Et puis, donc c'est venu comme ça. Ensuite... L'arrivée de l'impro, c'était la tournée de la LNI un petit peu en 1982. C'est les points de départ pas mal de l'impro. Okay. Oui. Non, je savais pas ça. Et oui, 82, alors c'était un débat à Improsia. Est-ce que c'était Bordeaux, Paris en premier? Il semblerait que ce soit Bordeaux en mars et Paris en mai. Et ensuite, c'est Christian Singer qui a repris, qui a continué à travailler, à jouer le match, à reprendre le concept du match à Paris, puis à jouer au Bataclan, et ensuite... et donc pourquoi Bordeaux? Parce qu'on a eu envie au départ. Et ensuite, parce que il y a une rencontre avec Olivier Dubois, qui est le directeur de Bordeaux, qui a été mon professeur il y a 16 ans. Une quinzaine d'années, quoi. Et qui était en expatriation à l'étranger, qui revient, sa femme, elle est bordelaise, il dit « Tiens, on va s'installer à Bordeaux ». J'ai dit « Tiens, on va ouvrir un théâtre à Bordeaux. Dès que tu trouves une salle, on ouvre ». Et on a ouvert. Il a trouvé une salle, on a ouvert. On a fait des travaux, on a fait une prog la première année, on s'est planté, lamentablement. Ah ouais? Sur la prog, sur la finance, surtout? Quand tu te plantes sur la programmation, en général, tu te plantes sur tout. Okay. La finance, ça suit. Se planter sur la programmation, ça veut dire que tu n'as pas la jauge attendue, ça veut dire que tu n'as pas le remplissage, ça veut dire que tu n'as pas les rentrées financières de billetterie, ça veut dire que tu peux pas payer tes charges fixes. Et donc il faut très vite... C'était dû à quoi? C'était dû à une erreur stratégique qui consistait à dire dès qu'on ouvre un autre théâtre, on fait un copier-coller de ce qui marche à Lyon. Ce n'est pas le même public, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas les mêmes habitudes de sortie. Et ça ne fonctionne pas. À Lyon, par exemple, le spectacle du samedi à 22h30 marche très bien. Le spectacle du samedi à 18h ne marche pas du tout. Et à Lyon, c'est l'inverse. Donc ça fait partie de la courbe d'expérience, ça fait partie de l'apprentissage. C'est-à-dire, soit il n'y a pas d'habitude, tu crées un marché, tu dis, voilà, tous les samedis à 19h, il y aura un spectacle. Ou alors, il faut apprendre avec l'expérience sur les habitudes
des gens, des spectateurs. Et Avignon, pour le festival essentiellement Avignon Festival. C'est juste pour le festival. Festival. Ok. Avignon Festival parce que je voulais pas regretter de ne pas ouvrir à Avignon, c'est évident. Il n'y a pas de structure, il n'y a aucun théâtre qui identifie un pro à Avignon. Il fallait le faire parmi les 140 théâtres. Il fallait au moins le tester. Donc la logique du festival. Ouais. C'est quoi, ça va être la deuxième année là, c'est ça? La première année, vous êtes content Et la première année, gros succès public, gros succès pro et une perte financière. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a des artistes qui peuvent avoir peur de la machine business improvidence? Genre ils se disent oh, tout d'un coup c'est Lyon, puis c'est Bordeaux, puis c'est Avignon, demain Bien sûr. Dijon, Strasbourg, et ouais, que ça peut faire peur. Ou de se sentir éloigné, comme les artistes n'ont pas une logique gestionnaire ou business spécifiquement, et de se dire bah voilà, quelqu'un qui s'éloigne de mon quotidien, mes besoins, mes préoccupations, mes envies. Oui. Je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que certaines troupes, certains spectacles, on n'a pas continué à travailler ensemble. L'Improvidence, c'est un théâtre privé. Donc on n'a pas de subvention. Donc quand on n'a pas de rentrée de billetterie, ben voilà, on est en cash alerte sur les sous, quoi. Donc ça contraint énormément de choses. Donc ça, entre autres, le fait de parler en toute transparence de contrats et d'argent. Et tout à l'heure, tu parlais de la possibilité de payer en cachet des artistes qui se produisent ici. Si on prend une logique sur 2 ou 3 représentations, ben c'est compliqué. Mais si tu prends l'ensemble du système, en disant, est-ce que peut-être que lorsque tu viens jouer ici, ben tu travailles aussi ta notoriété, ta visibilité, enfin voilà, tu peux faire des petits en jouant ici. Et puis de dire, on va pas faire que 2-3 dates, on va le faire sur un partenariat sur 3 ans. Voilà, la Providence peut vous accompagner sur certaines choses. Donc c'est des choix qu'on fait sur 2-3 spectacles par mois. On les met l'investissement et le budget en com, on va le mettre à 50% sur 3 spectacles pour l'aider à grandir. Et puis dans une salle de 70 personnes, de toute façon, tu peux payer 2 voire 3 cachets quand ça fonctionne, quand c'est complet, etc. Donc la question, c'est à quelle vitesse on y va à ces 70, à quelle vitesse on va à un complet. On met pas d'argent dans la com, dans le marketing, ça va prendre 1 an et demi. On investit dans la visibilité du spectacle, sur marketing, com, etc. Ça prendra 3 mois. Toujours la même question, c'est quoi l'objectif? C'est quoi votre envie de venir jouer ici? Est-ce que tu veux jouer devant du monde? Je sais t'amener du monde. Est-ce que tu veux gagner d'argent? Je sais comment on fait pour gagner de l'argent, mais ça ne se fait pas tout seul. Je prends souvent l'exemple d'un remplissage de salle, pour moi c'est 3 tiers. Le premier tiers, c'est tu mets n'importe quel spectacle, les gens y viennent parce qu'ils font confiance en l'Improvidence et à la ligne de programmation. Le deuxième tiers, c'est la proposition artistique. C'est la proposition du spectacle. Troisième tiers, c'est la stabilité du spectacle. Stabilité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils viennent, le spectacle est bon. Ou il a un certain niveau. Côté spectateur. Hein, le jugement du comédien est souvent beaucoup plus exigeant. Mais la notion de stabilité d'un spectacle, pour moi, elle est clé en impro. Si demain, on veut continuer à pouvoir vendre du spectacle et rassurer les théâtres, pour moi, le seul mot-clé, c'est la stabilité. On va parler rapidement du public. Le temps passe, on a plein de trucs qu'on veut parler, mais c'est quoi, tu dis là, un tiers... c'est quoi le public de l'Improvidence? Est-ce que c'est des habitués? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce qu'ils bougent? Le public de l'Improvidence, en tout cas à Lyon, un spectateur, il va dans une salle de théâtre, de spectacle, une fois tous les 10 mois à peu près. Quand on a ici 50 000 spectateurs par an, je te laisse faire le calcul pour voir quelle est la masse de contacts qu'il faut avoir pour avoir du monde tous les soirs. Le profil
du spectateur, c'est le samedi, c'est minimum 70% de gens qui viennent pour la première fois. Encore après 5 ans. Encore après 5 ans. Et lorsque c'est les périodes de vacances scolaires, c'est 90%. Donc en fait, l'idée que le public, c'est des potes et des amis, quel que soit le spectacle, en vrai, il est faux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le public de l'improvidence, alors les improvisateurs qui viennent à l'improvidence, je pense que c'est inférieur à 0,1% du public. Je pense que les amis, les potes des improvisateurs qui viennent jouer ici, c'est probablement inférieur à 5%. Notre public, c'est un public, c'est un primo arrivant en fait. C'est toute notre stratégie de com, elle est d'aller chercher des gens qui ne connaissent pas l'impro, qui viennent soit par le bouche à oreille, soit par toutes les actions de communication du théâtre. Parce que nous, Improvidence, salle de théâtre, on veut installer une visibilité autour des acteurs culturels de Lyon. Donc attirer le public et ensuite le fidéliser. Fidéliser, c'est l'inciter à faire du bouche à oreille, l'inciter à mettre des commentaires, l'inciter à faire vivre ce lieu. Demain, tu as plus d'argent, est-ce que tu es capable d'ouvrir une salle de 300 places et de la remplir? C'est possible? Oui. Ou est-ce qu'il y a un seuil critique? Je pense que le seuil critique n'est pas en termes de jauge et en termes de distance. Est-ce que tu apprécies autant un spectacle d'impro lorsque tu es à 50 mètres de la scène que lorsque tu es à 5 mètres de la scène? Donc mais ce serait pas en termes de jauge, mais en termes de distance. Ce serait pas en termes de jauge. Je pense que... En gros, pour un spectacle d'impro, il faut être proche, quoi. Ouais. Ouais, le retour sur l'intimité de la salle, de la proximité du public avec les comédiens est hyper importante. Le fait d'avoir des scènes basses, ultra important. De pas avoir des scènes qui soient à 1m50, sur lesquelles on a vraiment ce quatrième mur, on est loin, on est distant, on vit encore plus intensément l'expérience de la performance de l'improvisation lorsqu'on est proche de la scène, lorsque la scène est basse, entre guillemets, quoi. Mais tu aurais une ville, que ce soit Lyon ou Marseille ou j'en sais rien, une autre grande ville, avec une opportunité de prendre un théâtre qui soit du 300 places, tu le tenterais? Ou tu te dirais trop de distance pour faire un bon spectacle? Oh, je le tenterais. T'as dit en préambule si j'avais les moyens de le faire. Ouais, si t'as les moyens, si Bien Paris semble faisable, quoi. Bien sûr. Carrément. Mais pourquoi pas 800? Bah, on va être plus éloigné encore. Thomas Devray, t'es probablement l'une des personnes en France qui a vu le plus de spectacles d'impro. Parce que ça fait 5 ans, tu traînes souvent à regarder les spectacles, j'ai l'impression. On va parler un peu plus impro, quoi. C'est quoi les tendances du moment en impro? Est-ce qu'il y a des écoles? C'est quoi les tendances? Vers où on va? On se fait une petite machine à laver de tout ça? Ah ouais, alors il y a énormément d'informations dans ce que tu viens de dire. Oui, j'ai vu beaucoup, je pense que j'ai dû voir plus de 5000 spectacles. Redis-moi les questions de Paris parce qu'il y a trop de... c'est quoi? Est-ce que les tendances? Est-ce que tu sens ou la mode? Est-ce qu'il y a une mode qui Alors se oui, dégage? Parlons de la mode. Il y a de la mode, des effets de tendance, des courants, etc. Il y a eu une période pendant 2 ans avec des tests de seul en scène, solo improvisé. Yann Berrier, Billy Sco, Darnaud, Thibaut Astry, et j'en oublie certainement. Il y a eu une période comédie musicale. D'un coup, d'un seul, on a 15 propositions de spectacles de comédie musicale. Qui fait, toutes ces modes, en fait, ça monte, ça dure 2 ans, 3 ans, et ça retombe. Aujourd'hui, on est dans des propositions de spectacles qui intègrent un peu plus de mise en scène, inspiré de Persona, avec des... Persona, c'est un spectacle que tu produis? Persona, c'est un spectacle que je produis. Okay. Les spectacles que tu produis inspirent des modes, c'est ça?
C'est le seul spectacle qu'on produit, mais on pourra en parler après, hein, si tu le souhaites, pourquoi. Et donc du coup, Persona, les parvenus ont amené quelque chose de nouveau, qui était de la mise en scène. Des chaises, ouais. Non, avec des rendez-vous de mise en scène, de dire des codes de lumière, de régie, etc. Et du coup, 1 an après, on a vu une éclosion de spectacles amateurs qui s'inspirent de ça. On a une tendance de... En fait, j'allais dire, on a une tendance depuis 2-3 ans de troupes amateurs un peu confirmées, les 4-8 ans d'impro, qui essayent de comprendre l'essence artistique de certaines troupes. On a des troupes amateurs qui copient les E, qui s'inspirent des E, en disant, quand on leur demande c'est quoi votre envie, etc. Nous, on veut être la référence des spectacles amateurs et on voudrait être les E des amateurs. Donc on a ces courants-là. Et il y a eu une petite période sur des spectacles engagés. Les spectacles engagés, assumés, LGBT, je pense à Vérité Préjugée, les racistes, la période de la morsure, Happy, The Party, voire Happy Hour aussi, de Laurent Mazet. Excusez-moi, j'ai éternué. La compagnie Point Sensible. Et puis, quelles sont les futures demandes, là Je pense qu'on revient à des spectacles maîtrisés. On est en train de sortir d'une période de spectacle. On teste des choses, on va très loin, on va dans de l'organique, on teste un petit peu de contemporain, on teste de la physicalité dans un long forme, qui sont probablement issus d'une période où il y a eu énormément de stages, il y a 4-5 ans, où chacun venait un peu diffuser sa technique. Et en général, on le voit 2-3 ans après, des spectacles inspirés de ça. Et là, j'ai envie de dire, les prochains spectacles sont un peu des spectacles de, ok, alignement, cohérence, retour à la simplicité, et on donne un produit qui est simple, cohérent et maîtrisé. On a beaucoup parlé des pros, on va parler juste rapidement des amateurs. S'il y a une classification en termes de com et de créneaux et peut-être d'envie, est-ce que tu fais une différence amateur-pro en dehors de la programmation? C'est-à-dire en dehors de la programmation. Qu'est-ce qui différencie un amateur d'un professionnel? Aux yeux de l'improvidence? Non, au jeu de Thomas Debré. Un amateur, il n'est pas payé. Un spectacle amateur, il a un ticket moyen entre 5 et 6 euros. Et un professionnel, il est payé, il a un ticket moyen entre 11 et 12 euros. Voilà, ça, c'est l'obligation légale, donc c'est assez simple. Et après, en termes de programmation, bien sûr, je fais la différence. Autant sur les pros, on a des accompagnements, des conduites, un suivi avec l'équipe particulier. C'est-à-dire que avec les pros, on a une vraie mission d'animation de billetterie, de stratégie de com, etc. Et avec les amateurs, on a 3 types au moins d'amateurs. Des amateurs qui sont expérimentés, qui disent « Moi, je viens jouer, c'est le BYOT de Chicago, là. Je viens 10 minutes avant, je monte sur scène, je m'éclate, je repars. Act and go. » Ensuite, on a des amateurs qui sont dans une phase d'émulation sur des propos, sur des créations, enfin sur des tendances artistiques, parce qu'ils ont vu les pros, parce qu'ils ont fait des stages, etc. Donc, il y a tous des pros sans les moyens. Donc, ça fonctionne, mais beaucoup moins vite. Et le risque, c'est que ça s'essouffle. Et en termes de qualité de spectacle, est-ce qu'il y a une différence, que les pros, c'est des meilleures qualités, ou est-ce que les amateurs, c'est de moins bonne qualité? Alors, il y a des spectacles amateurs qui sont de bien meilleure qualité que certains spectacles pros.
Mais la vraie différence, pour moi, c'est la stabilité. C'est qu'il peut y avoir des spectacles amateurs qui, sur un soir, ça va faire « waouh ». Je suis super embarqué, ils sont connectés, ça fonctionne, etc. Mais cette même troupe, le même spectacle la fois d'après, eh ben, ça fonctionne moins bien. Et pour moi, la grande différence sur le plateau, c'est la stabilité. Une troupe amateur, c'est ça qui est compliqué en fait. Sur les troupes amateurs, c'est qu'il y a énormément d'instabilité. C'est une sinusoïde, ça peut marcher, ça va dépendre d'une personne, ça va dépendre d'un petit détail d'avant monter sur scène, etc. Et les pros, ils sont pros. Les pros, ils font le taf, entre guillemets, et la variation entre un très très bon spectacle et un bon spectacle, et ben, tous leurs spectacles, ils sont là. Et les amateurs, c'est beaucoup plus risqué. Le problème, c'est que le public paye pour les deux. Et donc, aux yeux des recommandations de l'association des entrepreneurs de spectacle, il faut clairement marquer la différence sur le prix. Mais même si le spectateur paye 6, 7 ou 8 euros, un ticket moyen sur le spectacle amateur, il a payé quelque chose. Et donc, du coup, il va être amené de temps en temps à émettre un avis négatif. L'avis négatif, il impacte toute la profession. Que ce soit pro ou amateur. Parce que l'avis négatif, il ne va pas forcément le mettre sur le spectacle. Souvent, il arrive que les artistes disent « mettez un commentaire sur un site voilà, BR ». Donc, je challenge ça, mais on pourra en reparler parce que ça peut faire On en parlera, peut-être pas là. On en parlera. Et c'est dangereux en fait, ces plateformes de diffusion de billetterie qui conservent, collectent toutes les données, ne vous donnent accès à rien, et du coup elles ont un peu le droit de vie ou de mort d'un spectacle ou d'une compagnie. Si on est à 60-70% de vente via un prestataire externe pour une compagnie, il faut être conscient que cette compagnie, enfin que ce diffuseur, il décide en fait de ce qu'il va mettre en lumière ou pas. Et comme le diffuseur, les prestataires de billetterie externes, qu'on connaît tous, on ne veut pas nommer parce qu'ils sont trop nombreux, ils n'ont aucune connaissance de la programmation, ils n'ont aucune connaissance de la qualité des spectacles. Et il suffit qu'ils sortent une newsletter, vous remplissez la salle, vous dites c'est génial, le spectacle, c'est un spectacle amateur, qui ce jour-là était un peu moins bon, et voilà, les retours sont, enfin la sanction, elle est immédiate. Mais la majorité des spectateurs ici, ils viennent pas parce que les commentaires sur ces plateformes sont élogieux. Quand on a 70 ou 80% des gens qui viennent ici pour la première fois, ils sont pas passés par la plateforme de billetterie parce qu'ils les connaissent pas. Ils sont passés par l'Office du tourisme, ils sont passés par les sites TripAdvisor, par ce genre de choses. Et ces nouveaux sites, l'activité sur ces sites-là, elle contribue positivement ou négativement à l'ensemble du spectacle vivant, enfin de la programmation du théâtre. Et donc, plus ça va, d'année en année, plus je dois faire attention à limiter ce risque-là. Parce que c'est très compliqué d'installer une notoriété qui monte chaque année, qui est la conséquence d'une qualité de programmation, qui est la conséquence du travail que font les artistes. Et ça peut très vite s'essouffler avec un spectacle, tu mets en résidence un mois et entre la date de programmation et la période d'exploitation, il s'est passé un an, 80% de l'effectif de la compagnie a changé. À quoi tu vois, Thomas Lebray, avant un spectacle par exemple, ou même sur un spectacle, tu vois, peut-être tu as remarqué que, des petits critères, des petits détails qui font la qualité d'un spectacle. Ah oui. Que ce soit avant ou pendant, dans la mise en place, peut-être pas forcément dans le jeu, mais et tu vas le sentir, tu vois ça à quoi? En fait, je pense que ce que je regarde, c'est tout sauf le spectacle. Mais ça, ne le dites à personne. C'est-à-dire que je vais regarder... Enfin, en fait, on ressent la façon dont les artistes arrivent dans les salles de spectacle.
Est-ce que tu arrives 5 minutes avant ou est-ce que tu arrives un peu avant? Et tout le protocole que tu as avant ton spectacle, la rencontre avec le régisseur, la rencontre, enfin l'accueil avec le théâtre. Est-ce que ton protocole avec le régisseur, il est cadré ou pas? Est-ce que tu as une vraie conduite? Est-ce que tu vas lui dire à l'oral, vas-y, fais-toi plaisir, nous on va se démerder? Ou non, la couleur artistique de notre spectacle, en fait, c'est ça, et si tu présentes bien ton... Et alors, du coup, les qualités, c'est quoi? C'est d'avoir une... Bah, le fond, c'est plus c'est travaillé, mieux c'est. Plus c'est travaillé, c'est-à-dire que systématiquement, même si ça fait 10 ans que tu joues ton spectacle, tu refais un filage. Systématiquement. Mais même s'il dure 2 minutes ou 5 minutes. Le filage est un élément très important parce qu'inconsciemment, il rassure et il valide la connexion entre le plateau et la régie. Sur des petits détails. Et c'est souvent des petits détails qu'on n'a pas mis en place dans le protocole avant le spectacle. Il arrive, il manque une bouteille d'eau dans les loges ou je ne sais pas quoi. C'est des choses qui peuvent inconsciemment impacter un comédien. J'exagère avec la bouteille d'eau, mais vraiment c'est important, c'est que je pense en tout cas en improvisation, parce que je ne peux pas parler pour le théâtre, mais c'est comme c'est une performance du comédien, de son corps, de sa tête, etc. Il faut s'assurer que tout soit qu'il soit dans les meilleures conditions, dans la limite des capacités du théâtre, enfin, dans les limites d'accueil. Donc, pour moi, le protocole, une troupe qui vient et qui fait un filage et qui dit non, en fait, on va pas rentrer à jardin, on va rentrer à cour. Et 20 minutes, 30 minutes, on est en train de recaler le décorum d'entrée. C'est inquiétant. 80% des troupes, amateurs et pros, n'ont pas la sensibilité de la relation publique. C'est-à-dire que souvent, mon ressenti, c'est que je travaille un spectacle autour d'un propos, autour d'une idée, autour d'une morale, etc. Encore aujourd'hui, c'est important d'avoir un décorum clair sur « Ok, ce que vous allez voir, c'est improvisé. » Enfin, par exemple, la façon dont on va prendre les suggestions au public, ça se travaille également. Si on veut avoir un capharnaüm, on a juste à dire « Donnez-moi un truc », on a un capharnaüm. La façon dont les comédiens se tiennent sur scène, dans le décorum d'entrée, dans la déprésentation, etc., sont des signes tellement forts. Il faut imaginer que le public, quand il voit les comédiens sur scène, la première image qu'il a des comédiens va déjà lui donner une clé. Il va lui dire « Ok, c'est des amateurs », même avec des pros. Sur un spectacle en déprésentation... Déprésentation, c'est quoi? C'est la fin? C'est la fin. Ben voilà, vous avez joué avec Jean-Paul, Arthur, etc. Si la déprésentation, le noir de fin, ce truc-là, elle n'est pas travaillée, ben tout le rêve que vous avez vendu, que vous avez partagé avec le public, tout s'étiole en une demi-seconde. Donc ça, c'est très important. J'insiste tout le temps dans la partie travail, c'est aussi ça. C'est de dire quelle sera la dernière image que le public aura de ce spectacle. Et c'est pas la dernière scène. C'est lorsque les comédiens sont sur scène. Est-ce que le salut est propre? Est-ce que ne serait-ce que de faire les rappels? Et alors, c'est quoi les bonnes troupes qui ont des bons protocoles? Dans les troupes amateurs? Ou Pro. Sinon, je te demande celles qu'on est mauvais, hein, c'est comme tu préfères. Non, mais il y en a. Enfin, moi, c'est souvent. Moi, dans les retours que je fais, c'est souvent ça qui est oublié, ça et la rythmique du spectacle, la respiration du public. Tu sais, quand j'écoute un spectacle, en fait, quand je dis je regarde pas le spectacle, quand c'est un long forme, par exemple, en fait, j'écoute le bruit des chaises. Et s'il y a un bruit de chaise, c'est en général mauvais signe. Parce que on a perdu la connexion, enfin il se passe un truc. Est-ce que c'est bientôt la fin, Thomas? On pourrait parler de plein de trucs encore, merci. Rapidement, est-ce que le futur de l'improvidence ou
des Improvidences, c'est quoi dans les prochaines années là? Je pense que le futur des salles de théâtre qui accueillent de l'improvisation théâtrale, il est fort. L'improvidence va continuer à se développer, on va continuer à ouvrir des salles. À quel rythme, je ne sais pas, ça dépend des moyens en fait. Mais je suis confiant sur le fait que d'ici 3 ans, il y a peut-être 5 salles qui vont ouvrir, qui ne seront pas du tout liées à l'improvidence. Mais en tout cas, je pense que le marché de l'impro a doublé sur les 4 dernières années. C'est-à-dire que c'est un marché en plein boom. Et du coup, on va avoir besoin de structures d'accueil, on va avoir besoin de formateurs, on va avoir besoin de plus de spectacles, on va avoir besoin d'animer en fait, d'animer l'offre d'improvisation. Donc je pense que le futur, ça va être mon rêve, mais j'aimerais qu'il y ait, je sais pas, 50 salles en France, partout en France, et que l'improvisation théâtrale prenne une place visible et reconnue par les institutions, par le ministère, et qu'on ne soit pas essayer de rentrer par la porte, par la fenêtre, pour décrocher une toute petite tube. C'est quoi le conseil que tu donnes à quelqu'un qui va essayer? Qui va essayer d'ouvrir une salle? Ouais. Te pose pas de questions. Vas-y. C'est une bonne question. Je pense que tous les entrepreneurs que je rencontre m'ont dit c'est parce que tu savais pas quelle était l'aventure que tu as vécu cette aventure. Et si tu es prêt, si tu es un aventurier, enfin si voilà, si tu es un aventurier, tu es passionné d'impro, c'est faisable. Faut croire, faut être déterminé. L'abnégation. Est-ce qu'on peut avoir une autre vie si on se lance dans un autre truc, si on se lance dans un projet comme ça? Non. Merci Thomas Debray. Merci. Improviews.